Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 7 juillet 2024. Le chic est vraiment chic et tout le monde est unanime là-dessus. Le centre hospitalier international de Calavi ouvre bientôt ses portes pour accueillir ses patients. Le gouvernement, à travers ce projet, veut améliorer la qualité des prestations des soins de santé au profit des populations. Mais qu'en est-il pour celles qui souffrent de la dialyse sans prise en charge et meurent en silence, faute de moyens? Le groupe parlementaire, les démocrates, a interpellé le gouvernement sur la question avec le président de l'association des dialysés du Bénin. Nous allons mieux comprendre le calvaire que vivent ces citoyens touchés par cette pathologie rénale. Edmond Amonso est notre invité de la semaine. Nous parlerons également de cette initiative de la Fédération des associations des anciens élèves du lycée Tofa 1er de Porto Novo, un téléthon pour aller au chevet des apprenants et enseignants de cette école. Certains bâtiments du lycée tiennent à peine debout et constituent un danger pour les usagers. Les dons collectés serviront alors à les réfectionner. Le responsable à la communication du comité opérationnel vient nous dire comment y participer. Claude Bernard Dansou sera également avec nous. Également au rendez-vous de ce grand format, le décryptage de l'actualité nationale, exercice qui sera assuré par Stéphane Ahin-Rossou. Il est analyste politique. Vous suivrez ses analyses juste après la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kagni à Asiongbo. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand ils sont 13h. Si vous êtes prêts, eh bien les grands formats, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, les candidats au baccalauréat session de juin 2024 seront fixés sur le sort dans les jours à venir. Les travaux de correction ont démarré depuis lundi. Les ministres Eleonore Yahi Ladeka et Yves Kouaro-Chabi étaient au centre de correction et de délibération du baccalauréat du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. On en parle dans un instant. On parlera également de la 6e édition du projet culture de quartier dans le 3e arrondissement de Cotonou. Objectif permettre aux jeunes de cet arrondissement de s'occuper pendant les vacances, de s'épanouir et également d'apprendre des métiers d'avenir. Images et reportages à suivre. Assure également les temps forts de la 3e édition du tournoi Feu Paulin Tomanaga. Le match d'ouverture a opposé l'équipe d'Abomey, championne en titre, aux jeunes de la commune de Bantin. La compétition va durer 2 mois. Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour le retard accusé, le retard dû aux défaillances techniques qui sont sans doute en train d'être corrigées. On démarre avec le point de l'actualité direction lycée Mathieu Bouquet de Parakou. C'est l'un des centres de correction et de délibération du baccalauréat session de juin 2024. Les travaux ont démarré depuis lundi et les candidats seront fixés sur le sort dans les jours à venir. Et pour s'assurer du bon déroulement de cette phase importante de l'organisation du bac, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle y étaient pour constater le déroulement des travaux. Reportage. Présentement, nous sommes, disons, à 94% environ d'exécution de la tâche. Tout se déroule normalement ici au centre de correction et de délibération du bac du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Depuis le 1er juillet, les enseignants de différentes disciplines repartis en 9 sous-commissions apprécient les copies de 9 529 candidats. Si nous comparons aux résultats de l'année passée, nous avons fait un bond qualitatif. Tout s'est bien passé. Les correcteurs, les contrôleurs, jusqu'aux secrétaires de la TIL ont été exemplaires. Nous n'avons pas eu d'incident. Et au niveau donc du ramassage également, on n'a pas eu de problème. Les deux ministres et leur délégation ont fait le tour de plusieurs sous-commissions, échangé avec les correcteurs et à l'arrivée, ils se disent satisfaits du constat fait. C'est vraiment heureux lorsqu'on se retrouve comme ça et je partage cette joie avec vous. On est venu vous retrouver à une phase très importante et à entendre le président de la sous-commission que je connais très bien également. Eh bien, nous comprenons que vous avez fait du bon travail. Et en ce sens que, en participant à cette activité, eh bien, on s'évalue.
Et c'est parce qu'on s'est évalué qu'on a vu que cette année, ça a été un bond qualitatif. Il y a également un autre enjeu, c'est le système. Qu'est-ce qu'il faut renforcer parce qu'on a des succès là? Qu'est-ce qu'il faut corriger parce qu'il y a justement des limites? Ce que vous faites contribue à cela. Voilà pourquoi il faut rester le plus professionnel possible. C'est vous qui savez faire le job, voilà pourquoi vous êtes là. Hormis les sous-commissions mathématiques, français et philosophie, toutes les autres ont achevé les travaux de correction avec une nouvelle qui devrait faire plaisir aux candidats. Oui, les flux vont tenir la promesse parce que nous sommes fin prêts. Ce qu'on a constaté, entendu des présidents des sous-commissions, l'évaluation qu'ils ont faite, il y a eu beaucoup plus mieux que l'année dernière. Et nous espérons avoir beaucoup plus de candidats à domicile. Selon les prévisions, la première délibération du bac 2024 devrait avoir lieu la semaine prochaine. Et puis, ce constat à présent, la demande en matière de consommation de viande au Bénin devient de plus en plus croissante. Aussi, le gouvernement a-t-il fait l'option de mettre l'accent sur la production locale en réduisant et même en mettant fin d'ici quelques années à l'importation de la volaille. Il encourage ainsi la production locale à travers des acteurs de la filière avicole qui sont en formation pour 2 jours. Le reportage est signé à Somokani à Siongbon. 100 acteurs de la filière agricole en formation. En 2 jours, ils vont acquérir des notions sur le management de la poule pondeuse et le poulet de chair en climat chaud. Une initiative de l'interprofession de l'aviculture du Bénin et de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, soutenue par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est ce qui justifie la présente session de formation d'un grand nombre sur place en faisant venir les experts marocains de haut niveau. C'est une initiative qui a le mérite de générer un plus grand impact en un temps record. Le moment est venu, après les premiers acquis des différentes sessions de formation à ce jour et au regard des enjeux et défis actuels dans le cadre du développement de l'aviculture du Bénin, que nous allions plus loin dans la mise en œuvre du partenariat entre la FISA et l'IAB. Cela demande davantage d'actions probantes et concertées. Ceci intervient au moment où le gouvernement béninois vient en soutien aux acteurs de la filière afin de limiter l'importation des viandes congelées. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a exhorté les participants à plus de concentration pendant les 2 jours de formation. Il leur a donné des clés pour un bon management dans la filière avicole. Mes compatriotes et chers frères, n'oubliez pas de vous mettre à nu, de mettre sur la table vos insuffisances, les domaines dans lesquels vous avez encore besoin de clarification. Je ne pense pas que ceux qui sont venus ici à cette formation vont commencer par apprendre comment on élève. C'est des gens qui sont déjà dans le métier et qui veulent monter d'un gradin en matière de connaissances. Dévoiler tout ce qui constitue pour vous des freins. Et on va vous apporter des solutions. Les organisateurs sont unanimes pour souligner l'importance de la formation. C'est une très belle initiative, d'autant plus que nous sommes pratiquement à la veille de la décision gouvernementale, qui n'est rien d'autre que l'interdiction des produits carnés. Au regard de ces résultats qu'il faut avoir, il y a des activités, des savoir-faire qu'il faut savoir mettre ensemble pour pouvoir réussir cela. C'est pourquoi on parle de management. Les participants vont être édifiés sur les techniques de conduite d'élevage de poulets de chair et de pondeuse, les principes pathologiques aviaires. Autres notions importantes vont s'y ajouter les techniques de vaccination et principes de base, l'adéquation programme de vaccination et l'épidémiologie.
Toujours dans l'actualité, l'association Jeunesse Défi 2020 organise la 6e édition du projet Culture de quartier dans le 3e arrondissement de Cotonou. Une initiative qui va permettre aux jeunes de cet arrondissement de Cotonou de s'occuper pendant les vacances, de s'épanouir et également d'apprendre les métiers d'avenir à travers des formations. Au moins 300 jeunes participent donc à cette formation qui va durer un mois. C'est le chef du 3e arrondissement représentant le maire de Cotonou qui a officiellement donné le top des activités. On fait le point avec William Sanoussi. La 6e édition du projet Culture de quartier est lancée ici dans le 3e arrondissement de Cotonou. Des jeunes filles et garçons vont se faire former pendant un mois à des métiers tels que la coiffure, le make-up, la photographie, le chantournage, le maraîchage. Le projet est initié par l'association Jeunesse Défi 2020, dont le président a été un bénéficiaire en 2002 avec l'UNESCO à travers une organisation de la place. Depuis lors, nous avons estimé qu'il faille et qu'il est nécessaire, même impératif, que nous passions la main à la génération qui vient. D'où l'initiative depuis 2019 de permettre à des jeunes, à des apprenants, à des étudiants, à des élèves et même des déscolarisés, voire des ménagères, de profiter de ce projet appelé Culture de quartier qui consiste à les rassembler au sein d'un creuset pour leur donner des formations à des métiers pratiques demain. En 2019, 80 jeunes étaient inscrits au projet, mais 45 en ont finalement bénéficié. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 300 à s'inscrire. Occasion pour eux d'adresser leur gratitude à l'association Jeunesse Défi 2020 et surtout à son président qui leur permet de mieux passer leur temps de vacances à travers ces différents ateliers en collaboration avec les collectifs des artisans. Au nom de tous les apprenants ici présents, je prends l'engagement de suivre rigoureusement et fidèlement cette formation pour un avenir meilleur de notre nation. Vous les apprenants qui avez accepté venir dans nos centres de formation pour apprendre, je vous dis félicitations. Et en même temps, je vous dis, nous avons les bras ouverts pour vous accueillir. Depuis sa mise en œuvre, la mairie de Cotonou accompagne le projet de la plus belle manière. Les chefs quartiers, le chef du 3e arrondissement et bien d'autres partenaires soutiennent également l'initiative. Ils sont ici remerciés par le promoteur dont l'engagement pour l'épanouissement de la jeunesse est apprécié et salué par tous. Votre président porte bien le nom de l'association qui est Jeunesse Défi. Il relève chaque année un défi. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire ce progrès en si peu d'années. Cela prouve qu'il fait du sérieux avec vous. Le CA que je suis, je prends l'engagement toujours d'accompagner le projet. Et je ferai de mon mieux chaque fois pour que ce projet puisse avancer. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons jusqu'à 500 participants. Le représentant du maire invite le promoteur du projet Culture de quartier à étendre cette dynamique dans la ville de Cotonou. Par ailleurs, il faut noter que le projet se développe déjà dans la commune d'Adjaouéré et sera lancé le 13 juillet prochain. Dans la suite de ce journal, il a pour nom Charbel Bado, c'est lui qui prend désormais la tête de Sika Toastmaster Cotonou avec ses membres. Ils ont tenu leur toute première session le mercredi 3 juillet dernier en présence de plusieurs invités. Les membres du Toastmaster ont démontré leur savoir-faire en matière d'art oratoire et de leadership. La rencontre a également permis à la nouvelle équipe de présenter les grandes orientations de la mandature. On va faire le point avec Teddy Goudalo. C'est déjà l'ère de l'impact au sein du club Sika Toastmaster International de la division A, district 130. Cette première session des membres donne lieu à l'installation du comité exécutif présidé par Charbel Bado pour le compte de l'année 2024-2025. Un mandat qu'il place sous le signe d'actions importantes. Notre ambition elle est très simple. Il s'agira pour nous de faire de Sika le club de référence, de sorte à ce que lorsque quelqu'un a besoin de savoir à quelle école il devra se rendre pour affiner son oratoire et améliorer son leadership, qu'il sache que c'est Sika, ce club qui est un club Toastmaster, c'est dans ce club qu'il devra s'inscrire pour pouvoir régler ces difficultés auxquelles il pourrait faire face.
C'est cela notre challenge. Durant la rencontre, l'assistance a eu droit à la présentation et l'adoption des grandes orientations de la mandature. La prestation orale de 2 Toastmasters s'en est suivie. Avec aisance, ils ont démontré leur capacité à s'exprimer en public et de persuasion de leurs interlocuteurs. À la suite de cette session, j'ai l'impression que le comité exécutif que j'ai l'honneur de présider a pu faire fort et inscrire ce club dans l'histoire de l'impact qu'il aura dans la cité. Nous avons vu un président qui a mis son mandat sous le thème de l'impact. Et avoir de l'impact est important lorsque nous faisons de la prise de parole en public et du leadership un apprentissage au quotidien. Nous avons vu un président qui avait de la vision et qui a présenté cette vision-là aux membres de son club avec son équipe, et ses ambitions sont spécifiques, mesurables et atteignables dans le temps. C'est ce que nous recherchons lorsqu'on est des leaders, apprendre à gérer le temps, développer une vision précise et contribuer au développement des autres est très important. Nous félicitons le club SICA qui a pris la mesure de la chose et a affiché des objectifs clairs, précis, avec des moyens surtout pour atteindre ces objectifs au cours de la mandature. La prochaine session des membres de SICA Toastmaster Club est prévue pour le mercredi 17 juillet 2024. Le comité exécutif, avec à sa tête Chabel Badou, promet à toute personne désireuse de s'inscrire un accueil à la hauteur des valeurs qu'incarne le club. Les gagnants du jeu Tombola Tol VKS sont désormais connus, organisés par la société TN Bazar Sal, spécialisée dans la vente des tôles ondulées. Le jeu a duré 6 mois. Son objectif est de faire gagner de nombreux lots à ses clients. Le tirage au sort s'est déroulé ce vendredi en présence d'un huissier de justice pour assurer la transparence des opérations. Reportage. La société TN Bazar Sal, spécialisée dans la vente de tôles ondulées et autres articles, a lancé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 le jeu Tombola Tôle VKStar pour faire gagner à sa clientèle de nombreux lots. Le tirage au sort des gagnants a eu lieu en toute transparence dans la soirée de ce vendredi sous la supervision de maître Ahicheme Landry Fridaus. La société TN Bazar Sal a sollicité et obtenu du ministère de l'économie et des finances l'autorisation pour l'organisation du jeu Tombola Tôle VKStar. Le jeu s'est déroulé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. À l'issue de ce jeu, les lots mis en jeu ont été présentés ce soir et tirés au sort. Les gagnants entreront en possession, comme vient de le dire le représentant de la société tout à l'heure, après les formalités d'usage. Au total, 5 numéros ont été tirés. Les lots des heureux gagnants sont constitués de 2 motos de différentes marques, de réfrigérateurs, de postes téléviseurs et de tricycles. Les gagnants sont tous contactés et sont invités à se présenter à la direction générale de la société TN Bazar Sal pour entrer en possession de leurs gains. Je l'avais annoncé en début de cette session d'information, la 3e édition du tournoi à feu Paulin Tomanaga a été lancée. Le match d'ouverture a opposé l'équipe d'Abomey championne en titre aux jeunes de la commune de Bantais. La compétition va durer 2 mois. Elle connaît la participation de plus d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs départements du Bénin. Les matchs de cette édition vont se jouer au stade Goro. Le comité d'organisation dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que la fête du sport soit belle. Imet et Metamousson. C'est parti pour la 3e édition du tournoi Paulin Tomanaga. La compétition vise surtout à promouvoir le football et à occuper de façon saine les jeunes pendant les temps de vacances. Pour cette année, 24 équipes y prennent part. Elles proviennent de plusieurs départements du pays. Au départ, nous avions par le passé limité le tournoi au niveau du département du Sou. Mais cette fois-ci, on a voulu aller au-delà du département du Sou. Raison pour laquelle il y a des équipes qui sont venues du Mono,
il y a des équipes qui sont venues d'Aplakwe, il y a une équipe qui vient de Ketouf aussi. L'objectif, ça n'a pas changé, immortaliser la mémoire de l'ancien maire Feu Paulin Tomanaga, premier maire à l'ère de la décentralisation à Boycon, qui a tant œuvré pour le développement de la commune de Boycon et aussi pour tout le département. Mais il est parti de façon tragique. Comme temps pour les éliminatoires, la première rencontre a opposé l'équipe d'Abomey, championne en titre, à celle venue de la commune de Banté. Le match au bout du temps réglementaire s'est soldé par le score de 2-1. Nous étions champions l'année passée, donc on a l'impression de jouer bien et on a pu tenir pour jouer et on a gagné le match. Ça n'a pas été facile parce que l'équipe en face n'est pas une équipe qu'on va sous-estimer. Comme vous voulez de voir, ils ont bien joué, ils ont très bien joué, ils sont dangereux. On vient de perdre le premier match d'une compétition très importante. Bon, c'est le football et on n'a pas le choix, Bon, on va essayer de travailler sur les petites erreurs pour les fois à venir. On a envie d'aller loin dans la compétition, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Le tournoi Paulin Tomanaga est une initiative d'un groupe de jeunes. Pour l'organisation cette année, ils ont bénéficié du soutien de Olivier Bocor à travers plusieurs associations et groupes partageant la vision du leader. Tout ce qui marque la présence de notre leader, l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin, vient toujours pour soutenir, pour accompagner. La jeunesse qui se retrouve pour faire du sport, pour jouer au football, c'est important. Et puis le tournoi qui nous réunit ici, c'est le tournoi Paulin Tomanaga, un tournoi qui a été initié depuis bientôt 3 ans. Il était important de soutenir l'organisateur principal. Tout comme l'année dernière, les matchs se joueront sur le terrain du stade Omnisport de Goro. Les populations ainsi que les fans du football sont invités à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. Sport encore, pour boucler l'acte 1 du grand format, l'association ADD, influenceur officiel, a initié le tournoi de basket Drill Chill. La cérémonie de lancement de cette compétition est parrainée par le député Malik Gomina. Les matchs qui vont s'étendre sur 6 semaines vont non seulement permettre aux jeunes athlètes de se divertir sainement, mais aussi de suivre plusieurs communications prévues à cet effet. Reportage. Le coup d'envoi officiel de la compétition de basketball Drill Chill vient ainsi d'être donné à Djougou. Cet événement sportif est une initiative bien pensée des membres de l'association ADD Influenceurs Officiels, dirigée par Yokula Kamiru, pour qui cette mobilisation, au-delà de son caractère sportif et récréatif, va permettre d'échanger autour des mots qui minent la jeunesse de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. Le basketball Drill Chill est notre réponse collective à travers le sport. Nous pouvons éduquer, sensibiliser et inspirer chaque dribble, chaque tir et chaque match, qui est une occasion de renforcer notre message. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Je tiens à remercier au fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. L'honorable Abdul Malik Gomina accorde aussi un intérêt particulier au développement du basketball dans le département de la Donga. Voilà pourquoi il n'a pas lésiné sur les moyens pour parrainer cette rencontre sportive. Notre parrain, l'honorable Abdul Malik Seibou Gomina, bien que nous pouvons être parmi nous aujourd'hui, tient à exprimer son engagement profond envers notre jeunesse. Sa foi dans le potentiel de Djougou et de la Donga est inoubliable. Et ses prières pour le succès de cet événement sont aussi ferventes, que son soutien est constant. Il croit fermement que le basketball, plus qu'un sport, est un langage universel capable de transcender les frontières et de construire des ponts entre les individus. Le basketball Drill Chill est plus qu'un événement sportif. Cette initiative qui cadre bien avec la politique du gouvernement qui s'emploie à faire du sport un moyen de réussite pour la jeunesse béninoise est une occasion de communion et de célébration de la jeunesse à travers des activités ludiques
et éducative. 30 équipes des différentes catégories de basketteurs venus des 4 communes de la Donga vont s'affronter pendant 6 jours. C'est qui la première personne? Viens. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. Restez sur place. Le grand format entame une autre dimension. On va ouvrir la page invitée avec le président de l'association des dialysés du Bénin, Edmond Amonsou, vient nous décrire le calvaire que vivent ces personnes atteintes de cette pathologie rénale. Et si vous voulez également savoir comment prendre soin de vos reins, ne raccrochez pas, restez avec nous. On se retrouve dans quelques secondes. Le Bénin dispose désormais d'un hôpital de référence d'envergure internationale pour faire face aux pathologies les plus complexes qui nécessitaient une évacuation sanitaire à l'étranger. C'est une avancée sans doute, mais quelle est la place des dialysés dans la politique sanitaire du gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement qui était d'ailleurs devant la représentation nationale pour s'expliquer sur justement sa gestion des personnes touchées par cette pathologie rénale avec le président de l'association des dialysés du Bénin. Nous allons comprendre la situation. Monsieur Edmond Amonsou, bonjour. Bonjour, monsieur le Alors, journaliste. bienvenue sur le plateau du grand format. Les députés de l'opposition parlementaire, les démocrates, se préoccupent de la situation que vivent justement les dialysés du Bénin, les membres justement de votre association. Vous avez sans doute suivi les débats. Comment est-ce que vous avez apprécié les différentes réactions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais à l'entame, je m'en voudrais à l'entame ne pas vous remercier parce que ce n'est pas donné d'avance. C'est vraiment une joie pour nous de venir nous exprimer ici et de faire le point de la situation. Oui. Je voudrais remercier tous les députés ensemble, tous les députés dans l'ensemble, du président jusqu'au dernier député, et remercier également le ministre de la Santé parce qu'arrivé à ce niveau, il a donné les explications qu'il fallait pour réconforter les honorables députés. Mais je voudrais, à travers le ministre de la Santé, remercier tout le gouvernement du Bénin, en particulier son chef, le président Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour le secteur de la santé et surtout pour les dialysés. Ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est que la dialyse n'est plus comme elle était avant l'avènement de la rupture. Elle a changé de façon positive en grande partie et le seul pan qui nous fait parler, c'est le pan de la prise en charge. D'accord. Est-ce que vous avez suivi sans doute les explications données par le ministre de la Santé aux députés? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces explications? Oui, bien sûr. Les explications données par le ministre de la Santé sont réelles. En ce sens que nous palpons de la main l'ouverture des centres, comme il a dit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que il n'y a plus de rupture de matériel. Ils ont vraiment pris les grandes dispositions pour que le matériel de dialyse ne soit plus en rupture. Les centres de dialyse de Porte-Novo et d'Abomey, de Parakou, du CNHU même ont été renforcés en matériel, en générateur, et des centres ont été rénovés, des centres ont été construits. Ça, c'est à l'actif du gouvernement. Nous remercions sincèrement le gouvernement pour ces actes. D'accord. Et selon les explications du ministre de la Santé, à la date du 1er novembre 2023, le nombre de dialysés enregistrés dans les formations sanitaires est de 412 personnes, dont 288 à la charge de l'État. C'est bien ça? Ah, ça c'est l'information officielle. Nous ne pouvons pas contester ça à partir du moment où lui, monsieur le ministre, lui, il a la possibilité d'avoir les informations vraies. Nous n'avons pas à contester. Quelle est l'information que vous avez à votre niveau? Non, vous savez, il y a des gens, quand ils sont déclarés dialysés, ils font 1 ou 2 dialyses, ils disparaissent. Vous voyez, ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer, parce que s'ils ne sont pas fonctionnaires, ils ne sont pas pris en charge. Quand il n'est pas pris en charge, il achète le kit une fois ou 2 fois et il se résigne, il reste chez lui, il dit « je préfère rester chez moi à mourir ».
que de venir. Donc ceux-là ne sont pas comptés. Vous voyez, si on allait compter régulièrement, on dépasse ce nombre. Vous voyez, on dépasse ce nombre. Le gouvernement dit avoir investi beaucoup pour améliorer le plateau technique, pour faciliter les soins. Est-ce que c'est vous qui connaissez bien ces plateaux techniques? Est-ce que c'est le cas? Oui, nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Je vous ai dit que beaucoup de choses ont été faites. Les centres de dialyse ont été rénovés. Il y a d'autres qui ont été construits. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la dialyse est rapprochée au moins des dialysés qui sont à Pobert, qui tout, ainsi de suite. Ils viennent à Porto-Novo. Avant, ils venaient à Cotonou. Aujourd'hui, ceux de Savé, Ouenri, ainsi de suite, viennent à Abomey, à Goro. Avant, ils venaient tous à Cotonou. Donc, c'est déjà un grand effort. Ce que nous demandons plus, c'est que chaque département soit doté d'une unité de dialyse et que les néphrologues soient formés à cet effet. Parce qu'il y a des centres qui n'ont pas encore de néphrologues. Et pour ouvrir un centre de dialyse, il faut nécessairement qu'il y ait un médecin néphrologue qui doit s'en occuper. D'accord. L'interpellation du gouvernement vous donne-t-elle, on va dire, une lueur d'espoir, surtout pour la prise en charge? Ah oui, c'est ça ça nous réconforte. Et nous voyons désormais que nous ne sommes plus seuls dans la lutte. Et si c'était une lutte, on n'est plus seul. On a maintenant les parlementaires avec nous, toutes tendances confondues. Puisque nous, on ne connaît pas opposition ni mouvance. Tous les députés sont maintenant acquis à notre cause. Et ils savent désormais que la dialyse doit être prise en charge de façon gratuite au Bénin. Puisqu'elle l'a toujours été depuis 1997. Ce n'est pas le gouvernement de Patrice Talon qui, aujourd'hui, a plus de moyens que les autres gouvernements qui ne pourra pas nous prendre en charge. Nous espérons et nous plaidons encore une fois que le chef de l'État puisse regarder dedans et faire que son cœur soit adouci, que Dieu adoucisse son cœur afin qu'il puisse vraiment revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis des dialysés qui nous demandent que la prise en charge pour survivre et contribuer au développement de notre pays. Alors, comment était la prise en charge avant le régime du président Patrice Talon? Ah oui, avant le régime du président Patrice Talon, c'est-à-dire jusqu'à 2018, fin 2018, la prise en charge était à tout le monde à 100%, sans distinction. Soit fonctionnaire ou pas. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. On fait le dossier, on envoie au ministère de la Santé et vous êtes pris en charge automatiquement. Mais à partir de janvier 2019, ça a changé et ce n'est que les fonctionnaires seuls qui sont pris en charge et certaines personnes qui ont les moyens de se prendre en charge viennent à la dialyse, mais ceux qui n'ont pas les moyens sont laissés carrément mourir. D'accord, plusieurs fois que votre association a adressé des lettres ouvertes donc, au chef de l'État Patrice Talon pour attirer son attention sur la gravité donc, de la situation. Est-ce que vous avez une suite? Non, nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas eu de suite à partir du moment où quand nous envoyons les lettres, les gens nous appellent, le ministre nous appelle pour demander, pour qu'on échange encore dessus pour voir ce qu'il faut faire et il nous rassure toujours qu'ils sont en train de travailler pour. Ils sont en train de travailler pour, mais nous constatons avec vous que ça prend du temps. Les réformes prennent beaucoup de temps dans le secteur, surtout de la dialyse. C'est une pathologie, l'insuffisance rénale est une pathologie qui n'attend pas. Lorsque vous êtes un petit peu en retard, on peut perdre le patient. Donc, pour ne pas perdre le patient, moi, je les exhorte à ce que l'attente ne soit plus longue, qu'ils puissent vraiment regarder dedans plus tôt afin que la prise en charge soit à tout le monde comme elle était avant 2019. Alors, comment la dialyse se manifeste-t-elle? Quels sont les signes qui doivent normalement alerter quelqu'un? Non, la dialyse, c'est le traitement. La pathologie, c'est-à-dire la maladie, c'est l'insuffisance rénale chronique. Il y en a deux sortes. Il y a l'insuffisance rénale aiguë. À ce niveau, lorsque le patient est vite pris en charge par les néphrologues, les praticiens, ils sont vite récupérés. Et ils ne font pas ils ne viennent plus à la dialyse. Mais lorsque le patient traverse l'étape de l'insuffisance rénale aiguë, il tombe dans l'insuffisance rénale chronique. À ce niveau, il n'y a que deux choses pour le faire survivre. Soit il fait la dialyse, soit il a une greffe de rein. Et comment la dialyse, comment ça se passe? La dialyse, c'est un système d'épuration extra-rénale. Il y a une machine qui est là.
et on met les reins artificiels et on vous met 2 tuyaux qui conduisent. Il y a un qui aspire le sang, l'autre qui fait rentrer le sang. Et c'est un circuit qui tourne pendant 4 heures pour certains, pendant 5 heures pour d'autres. Donc voilà un peu la dialyse. Et à la dialyse, après la dialyse, il faut bien manger. Sinon, vous faites la dialyse, vous ne mangez pas bien, vous ne prenez pas vos médicaments, vous ne faites pas une bonne dialyse. Et combien cela coûte-t-il aux patients? Pour qu'un patient soit dialysé, s'il n'est pas pris en charge, il doit acheter le kit à 70 000 francs pour une séance. Alors qu'il lui faudra au minimum 2 séances, voire 3 par semaine. En ce moment, s'il doit acheter le kit pour 3 séances, ça lui fait 210 000 francs pour la semaine et par mois 840 000 et ad vitam aeternam. Tant qu'il vit, il doit aller à la dialyse. Et quelles sont les chances de survie quand on fait ce traitement-là? Oui, lorsque vous faites ce traitement et que vous êtes pris en charge, vous êtes encore très efficace pour votre pays. C'est quand vous n'avez pas la prise en charge que vous n'avez pas de chance de survie du tout. Vous n'avez pas de chance de survie si la prise en charge n'est pas adéquate et présente dès que vous commencez la dialyse et que vous devez acheter les kits chaque fois. Vous savez, 210 000 francs par semaine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et si la personne ne fait pas la dialyse, mon cher ami, il va mourir, simplement. D'accord. Quel est le taux de décès? Je ne sais pas si vous avez, au niveau de l'association, vous avez des chiffres. Quel est le taux de décès, on va dire, par semaine ou par mois, à votre connaissance? Non, c'est difficile de faire le point par semaine. Et même par mois, c'est difficile. Mais, suivant les explications données la dernière fois par le ministre de la Santé à l'Assemblée, il paraîtrait que jusqu'en 1er novembre 2023, on est à 512 patients qui sont décédés faute de dialyse. Il faut que ça soit clair, que les gens comprennent. Oui. Ce n'est pas la dialyse qui les a tués. Ils sont morts faute de dialyse. Parce qu'ils n'ont pas la prise en charge, ils n'ont pas fait la dialyse. Comme ils n'ont pas fait la dialyse, ils sont morts. Donc, ce n'est pas que les 512 sont en dialyse. Non, j'ai suivi sur les réseaux sociaux certains qui disent... Mais si la prise en charge était gratuite, peut-être que ces personnes seraient encore en vie. Oui. C'est ça. Ces personnes... Non, il n'y a même pas de seraient en vie. Ils seraient en vie, ils seraient là avec nous en train de contribuer au développement du pays. Oui. C'est ça. Donc, ces 512 sont morts faute de dialyse. D'accord. Et que fait votre association pour soutenir les dialysés justement dans cette épreuve? Ceux qui ne sont pas pris en charge, nous faisons de la collecte de médicaments auprès de ceux qui peuvent nous aider dans ce sens et les aider à avoir ces médicaments-là pour les soulager. Pour l'achat des kits, nous demandons un peu partout des personnes de bonne volonté et les patients aussi font des appels de fonds auprès des sponsors, des personnes qui peuvent les aider et ils les aident. Nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons. Seulement, l'association n'a pas de moyens propres pour les aider. Nous faisons ce que nous pouvons en matière de médicaments et de sensibilisation pour qu'ils soient prêts à supporter la maladie. Parce qu'une chose est de venir à la dialyse, l'autre chose est d'accepter la maladie, de prendre en compte ce mal pour toute la vie et savoir que je dois faire la dialyse pour vivre. D'accord. Quelques conseils donc, de votre part, comment peut-on éviter la dialyse? Non, vous savez, pour éviter d'avoir l'insuffisance rénale chronique, parce que la dialyse, c'est le traitement. Pour éviter d'être insuffisant rénale chronique, il faut déjà commencer par contrôler ce que nous mangeons. Les aliments, l'alimentation doit être contrôlée. Nous devons éviter de prendre des médicaments de la rue. Les tisanes à volo, il faut éviter. Il faut prendre ce qui est prescrit par le médecin. Il faut tout se faire consulter par un spécialiste du médicament avant de prendre les médicaments. Il faut boire assez d'eau, faire du sport pour éviter d'être obèse. Et lorsque vous êtes diabétique aussi, il faut suivre les consignes de votre diabétologue, celui qui vous suit, pour ne pas avoir des problèmes. Si vous êtes hypertendu, si vous avez la tension qui s'élève, suivez les consignes de votre cardiologue afin de ne pas tomber un jour en AVC pour aller vous retrouver à la dialyse. Donc, il y a aussi les maladies urologiques. Si vous sentez quelque chose au niveau de des urines,
il faut vite voir les spécialistes pour éviter que ça se complique pour vous amener à l'insuffisance rénale chronique. D'accord. 512 personnes décédées pour faute de dialyse en 4 ans. Ce sont les chiffres donc du ministère de la Santé. On va finir avec votre message sans doute ou peut-être votre cri de cœur à l'endroit du gouvernement pour répondre à votre demande de renforcer la prise en charge des dialysés du Bénin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je n'ai pas... Je suis à ce niveau-là. J'ai envie de me mettre à genoux pour plaider, pour demander au chef de l'État, surtout, de vraiment revoir cette position, de voir la situation des dialysés. Nous sommes des personnes qui pouvons encore donner beaucoup à notre pays, qui pouvons encore contribuer au développement de notre pays, qui n'a qu'à vraiment revoir la situation et donner aux dialysés la prise en charge telle qu'elle était depuis l'avènement de la dialyse au Bénin. Nous le supplions sincèrement. Monsieur le Président, veuillez voir dedans pour nous. Les dialysés vous appellent au secours. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nul ne veut devenir dialysé, mais nous sommes là aujourd'hui. C'est la nature qui nous a amenés là. Veuillez ne pas nous laisser pour que nous puissions subir le triste sort des 512 qui sont morts, mais que le reste qui sont là encore et ceux qui vont venir puissent vraiment bénéficier de votre soutien en nous donnant la prise en charge des dialysés à 100%. Merci à vous, monsieur Edmond Amoussou, président de l'association des dialysés du Bénin. On va dire message sans doute entendu. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter pendant une quinzaine de minutes sur cette démarche des anciens élèves du lycée Toufa 1er de Porto Novo. Ils ont initié un téléthon pour faire réfectionner les bâtiments du lycée qui ne sont plus en état. Claude Bernard Dansou nous en parlera juste après Actu sur le net. Voici ce que nous propose Florence Boussa ce dimanche sur la toile. Il n'est plus le directeur général de l'Agence nationale de l'identification des personnes, Annie. Pascal Nyamoulinda quitte son poste en démissionnant. L'information est tombée ce mardi et fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes seulement. Celui qui a remplacé Cyril Goubedi en février 2023 dépose le tablier dans un contexte où de graves dysfonctionnements ont été constatés dans les services de l'ANIP avec à la clé 10 personnes déposées en prison. Les choses sont allées si vite, à peine a-t-il démissionné que son remplaçant est connu, ceci en moins de 24 heures. Et c'est le Béninois Aristide Adjinankou qui lui succède. Sa nomination fait parler les internautes. Des Béninois étaient à la hauteur de la tâche, s'est étonné un internaute avec un ton moqueur. Il démissionne pourquoi? S'interroge un autre qui qualifie de suspect sa démission. Pourquoi c'est toujours les expatriés nommés qui démissionnent toujours de leur poste? Moi je conclus tout simplement qu'ils sont là pour une mission. Et pourquoi on nomme un Béninois maintenant? On devrait aller chercher un autre Rwandais. Avec ce départ, on doit procéder à l'audit de la liste pour voir clair avant l'affichage, commente un citoyen sur Facebook avec un ton un peu exigeant. Pendant que Pascal Nyamoulinda quitte de façon inespérée son poste, la crise entre le Bénin et le Niger revient au devant de la scène avec cette initiative des anciens chefs d'État béninois. Après avoir vu le général nigérien Abdourahmane Tiani le 25 juin à Niamey, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yahi ont rencontré au cours de la semaine le président Talon. Ils sont dans une démarche d'apaisement et de normalisation des relations entre les deux pays. Par un communiqué, la cellule de communication des deux anciens présidents évoque des échanges chaleureux qui ont eu lieu en vue d'un rapprochement des deux pays. Sur cette actualité, la plupart des internautes souhaitent que les deux pays trouvent un terrain d'entente pour le bonheur des populations. Voici quelques-unes de leurs réactions. C'est beau et bon avec les démarches des deux
deux présidents pour que la paix revienne entre les deux peuples frères. Les faits prouvent aujourd'hui que c'est une raison pertinente d'avoir un conseil d'anciens présidents pour que ces derniers puissent jouer des partitions dans la République. Cette initiative de nos pères Boni Yahi et Soglo est à saluer. Quand il s'agit de défendre le Bénin, cela doit impliquer les Béninois sans distinction de bord politique. Cette rencontre permettra d'entretenir l'espoir. Le dégel du conflit voit ses beaux jours. Nous ne voulons que la paix entre les deux peuples frères. Vivement le retour au calme. Enfin, terminons par cette information de dernière heure. Édouard Loko prend la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ACT 7e mandature. Chargé de mission jusque-là du chef de l'État Patrice Talon, l'homme a été nommé à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet en remplacement de Prosper Moretti. Journaliste émérite avec plusieurs ouvrages à son actif, Édouard Loko a présidé plusieurs organisations des médias du Bénin comme l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique des médias ODEM et le Conseil national des patrons de la presse du Bénin CNPA Bénin. Tombé en début d'après-midi, la nouvelle a retenu les attentions sur la toile. Sur cette actualité, ils sont nombreux les internautes qui espèrent déjà voir ce dernier faire une bonne gestion de cette mandature. Voici des réactions. Édouard Loko est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On attend le voir à l'œuvre. La personne a été nommée. Qu'attendez-vous d'elle? Que la presse soit libre, c'est tout. Et nous sommes de retour sur le plateau du grand format. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.canal3television.com à travers votre smartphone. Dans un instant, vous suivez la revue de presse hebdomadaire de Assongbo Kani Assongbo. Mais avant, nous allons faire la lumière sur cette initiative des anciens élèves du lycée Tofa 1er. C'est à Porto Novo. Monsieur Claude Bernard, dans ce bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable à la communication de la Fédération des associations des anciens élèves du lycée Tofa 1er et du comité opérationnel dans le cadre de ce téléthon. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, la fédération est-elle née? Quand et pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très heureux d'être sur ce plateau et j'aimerais d'entrée de jeu remercier l'acceptation que nous a faite le Canal 3 d'accueillir cette information. Alors, la fédération des anciens élèves, en fait c'est la fédération des associations des anciens élèves du lycée Tofa 1er. La fédération en réalité est née du constat qu'il y a beaucoup d'associations. Le lycée Tofa 1er a été créé il y a très très longtemps, donc du coup il y a plusieurs associations qui ont vu le jour et qui, pour des raisons, disons, propres à elles, décident de se rencontrer pour faire la fête et se réjouir, puisque chacun, après le bac ou après son départ du lycée Tofa, est allé, disons, aux quatre coins du monde. Et pour ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'association, la fédération, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire une fête pour se retrouver et se réjouir. En fait, c'était, pour ce qui me concerne personnellement, par exemple, c'était l'une des raisons pour laquelle je me suis dit que ce serait intéressant qu'on puisse se retrouver, faire la fête au lycée Tofa, ou pour ne pas dire en général à Porto Novo. Donc, c'est au cours de ces idées qui étaient lancées sur les différents forums qu'on s'est dit on va faire œuvre utile, et notamment en faisant quelques dons au lycée, en distinguant certains professeurs qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et l'année dernière, la fédération a fini par voir le jour pour commencer ces manifestations. D'accord. Alors donc le Téléthon a démarré depuis le 16 juin dernier, dénommé 40 jours pour soutenir le lycée Tofa à 1er. Quel est le diagnostic que vous avez fait et qui vous conduit à lancer ce Téléthon? Alors il faut préciser que le Téléthon vient de l'initiative de l'une de ces associations de la fédération. Donc le
cette association n'est pas véritablement encore dans la fédération, mais nous pensons qu'elle va y adhérer. Et moi, je fais partie du bureau exécutif, et si je suis là, s'ils m'ont mandaté, c'est que ça va se faire. Tout à fait. Et nous les en remercions déjà. Et j'invite déjà les autres associations qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas la fédération, à venir à nous. Alors, donc c'est l'initiative de cette amicale dénommée le G7, qui est une association d'anciens élèves du lycée Tofa 1er, promotion 1982. Et le constat, c'est que lorsque vous visitez le lycée Tofa 1er aujourd'hui, qui est redevenu lycée Tofa des jeunes filles, lycée Tofa 1er des jeunes filles, un internat donc, le constat est déplorable. Pourquoi? Nous avons des bâtiments vétustes, un cadre, n'ayons pas peur de mots, malsain, pour qui veut donner une éducation de qualité, en l'occurrence à nos filles. Et je ferai mienne la pensée de ceux qui disent que éduquer une fille, c'est construire une nation. Et il faut bien l'éduquer. Pour cela, on a besoin d'un cadre sain, d'un cadre correct. Et les remarques qui ont été faites par les différentes visites que les associations ont menées au niveau du lycée Tofa, vraiment laissent à désirer. Le système de la plomberie, l'infirmerie. C'est ce qui vous a poussé à lancer le Téléthon? Tout à fait. Donc on s'est dit, étant donné que nous sommes nombreux à passer par le lycée Tofa 1er, si nous lançons un Téléthon, la participation, ne serait-ce que modique de chacun, doit pouvoir permettre de contribuer à rénover le lycée. Et je dois dire que... Que dit le gouvernement de l'État de ces bâtiments? Alors c'est une question pertinente. Nous ne nous sommes pas levés pour dire, bon, nous allons le faire tout seul. Il y a des mécènes, il y a des gens qui ont les moyens de faire une partie et qui déjà se sont positionnés, qui ont déjà eu à poser des actes, notamment le G7, mais également la fédération. Et lorsque nous avons commencé nos actions, nos activités, nous n'avons pas manqué d'aller vers les autorités tutélaires du lycée, en l'occurrence vers le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, qui, il faut le dire, nous a fait cas de ce qu'ils étaient déjà eux-mêmes allés constater sur le site, ce que nous avons remarqué. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, c'est juste le constat qui a été fait. Non, loin de là. Certainement que les projets sont en cours. Les projets sont en cours et il nous a assuré qu'il y a relativement les fonds qu'il faut pour pouvoir prendre en charge ces rénovations. Nous, notre action a été de lui demander de porter en priorité, c'est-à-dire de faire en sorte que le lycée Tofa passe en premier, parce que nous n'avons pas beaucoup de lycées au Bénin. Nous en avons 7, si mes souvenirs sont bons, d'après ce qu'il nous a dit. Mais il a dit que les réflexions sont en cours et tout ce qui se fait aujourd'hui sous le gouvernement du président Talon ne se fait pas au hasard, comme vous le savez. Donc, il nous a rassuré que ça va se faire, mais il faudrait des études. Ça va mettre du temps. Pas forcément que ça va mettre du temps, mais il va falloir travailler à tout finaliser avant de commencer par faire quoi que ce soit. En attendant, vous entendez apporter votre contribution pour avoir été formé dans cette école. Quel est l'objectif que vous êtes fixé à travers ce Téléthon? Est-ce qu'il y a un montant fixé que vous devez forcément mobiliser pour réfectionner ces bâtiments? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas un montant fixé. Les dégâts, si je peux me permettre cette expression, sont assez innombrables et sont dans tous les secteurs.
les infrastructures déjà, mais également les conditions de stockage des vivres, puisque je le rappelle, c'est un lycée qui compte plus de 1100 élèves, jeunes filles aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas fixé un montant, on s'est dit qu'aucun participant ne sera de trop, aucune contribution ne sera de trop, et c'est ainsi qu'il n'y a pas ni un montant plancher, ni un montant plafond, pour ainsi dire. Toutes les donner tout ce qu'on a. Les dons sont en espèces ou en nature? Les dons en espèces peuvent passer sur les numéros qui, j'espère, sont affichés, aussi bien sur Celtis, Move ou MTN. Mais également, il y a un compte à Orabank où les dons peuvent être faits. Quant à ce qui concerne les dons en nature, il faut dire que certains le font déjà. On peut aller au lycée où, entre griffes, siège, disons, de façon circonstancielle, le bureau de l'événement, où on peut tout accueillir. Parce que tout se fait avec la direction du lycée. Donc, ceux qui ont envie de donner des tables, des bancs, des matelas, et j'en passe, ils peuvent directement se porter sur les lieux pour le faire. Il y a un comité d'accueil pour réceptionner ces dons. Et je dois dire que dans cette même veine, l'année dernière, puisque vous vouliez savoir ce que l'association avait eu à faire, nous avons offert une 50aine de tables bancs pour ce qui concerne la fédération. L'année dernière, c'était en novembre. Et nous avons pu encourager à travers des prix les premières élèves de chaque promotion du lycée l'année dernière. On a également pris une douzaine de professeurs et au cours de la fête, on leur a fait don d'une plaquette. D'accord. Le Téléthon va prendre fin le 26 juillet prochain par une soirée de gala. Que voulez-vous faire pendant cette soirée? Alors, la soirée de gala du 26 juillet prochain va se dérouler dans une ambiance, je dirais, de fête et a pour objectif de lever des fonds. Ainsi, nous avons invité une 50aine de personnalités de marque, mais également toute personne qui voudrait venir, les portes lui sont ouvertes, puisqu'il s'agira de participer directement à cette levée de fonds pour rénover, je dirais pour participer à la rénovation. Et qui peut participer à cette soirée de gala? Si je ne suis pas ancien élève du lycée, est-ce que je suis autorisé à y participer? Alors, toutes les mains sont bonnes, dans la mesure où le lycée Tofa premier ne forme pas pour les lycéens ou les natifs de Porto-Novo, c'est pour toute la nation. Donc, toute personne de bonne volonté est invitée à participer à cette soirée de gala. La soirée aura lieu où? La soirée aura lieu au lycée Tofa même. Ah oui, lycée Tofa, bien sûr. D'accord. Puisque ils ont des salles de fête, il y a un certain nombre de structures pour accueillir Alors, quelles sont les garanties de transparence justement pour la gestion et la collecte des dons? C'est une, je dirais, question tout à fait importante dans la mesure où on sait qu'avec l'argent, la tête des gens tourne. Et nous avons mis sur pied un comité pour pouvoir assurer la transparence et en ce qui concerne la réception, la collecte de ces fonds. Et il y aura on va dire un déballage, un compte tout à fait transparent le jour du gala. Il fait le point donc de tous les dons. On va faire le point, voilà, tout à fait. D'accord. On va rappeler les numéros par lesquels la bonne volonté ou bien les anciens élèves peuvent participer, et également on va finir avec votre message à l'endroit de tous les anciens élèves du lycée qui ont envie de participer à cette soirée de gala. Alors, les numéros pour recevoir les mobile money
sont le 56 93 58 09 pour le MTN. Pour ce qui concerne le réseau Move, c'est le 64 15 99 09. Et enfin pour Celtis, c'est le 40 77 76 99. Comme je l'ai dit, il y a également un compte à Aura Bank où peut être déposé les dons. Et pour les dons en nature, on peut directement aller au Pour lycée. les dons en nature, on peut aller directement au lycée Tofa 1er. D'accord. Un mot à l'endroit de ces anciens élèves qui vous suivent en ce moment. Un mot à l'ancien de ces anciens élèves. Oui. Alors j'invite tous ceux qui se rappellent être passés par le lycée Tofa 1er, mais également ceux qui ont été formés ici au Bénin ou ailleurs et qui se sentent touchés par cet appel. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au lycée Tofa 1er qui sont invités à faire le geste utile, toutes les bonnes volontés. Nous accueillons leurs gestes. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Claude Bernard Danso, responsable à la communication Wadi de la Fédération des associations des anciens élèves du lycée Tofa 1er de Porto Novo, également du comité opérationnel, donc dans le cadre donc, de ce téléthon qui prend fin le 26 juillet 2024 par une soirée de gala qui va se dérouler au sein même du lycée. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Quelles sont les informations qui ont occupé les colonnes des canards parus cette semaine? La réponse est dans la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani Asiongbo. Et juste après, vous le savez, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec Stéphane Achin Rossou. Il est analyste politique. Voici la revue hebdo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. Le challenge indiquait qu'après la rencontre de Niamey, Talon reste ouvert, reçoit Yayi et Soglo. Et justement, ils seront reçus par le président de la République cet après-midi à Cotonou, écrivait Nord-Sud Quotidien. De retour de Niamey, Nicéphore Soglo et Boni Yayi rencontrent Patrice Talon pour lui faire part de la position du pouvoir militaire du Niger quant au dégel. La médiation se poursuivra après cette rencontre à Cotonou afin que les relations séculaires entre les deux pays se normalisent. Visa Info ajoutait que cette initiative de médiation enclenchée par les anciens chefs d'État béninois pourrait contribuer au dégel de la crise pour un réchauffement des relations entre le Bénin et le Niger. Pour fraternité, il faut maintenir le dialogue pour un rapide dégel. Le journal notait de petits pas vers le dégel. Les deux antagonistes sont disposés au dialogue. C'est ce qui ressort de la rencontre tant attendue tenue au palais de la Marina. Elle a laissé s'échapper une première fumée blanche. Les deux anciens présidents ont réussi à obtenir de leurs successeurs une disposition pour le rétablissement du dialogue entre le Bénin et le Niger. C'est donc un deuxième acquis pour ces émissaires après avoir obtenu du général Tiani une disposition au dialogue. Si aucune déclaration n'a été faite au sortir du conclave, la cellule conjointe de communication de Soglo Yayi a annoncé dans un communiqué des avancées notables. Et puis la nomination d'Édouard Loko comme président de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est largement relayée dans la semaine. Et pour ce, la nation estimait que ce n'est ni un intrus ni un bleu qui prend la tête de l'institution de régulation des médias au Bénin. La nomination d'Édouard Loko le mercredi 3 juillet tranche avec celle de ces 20 dernières années dans la vie de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Sa nomination est considérée comme une chance pour la profession de faire sa mue à travers le chantier de sa restructuration enclenchée par la précédente mandature. Nord-Sud Quotidien d'ajouter que le président Talon rétablit une injustice à la presse béninoise. Le mercredi 3 juillet 2024, en Conseil des ministres, il a procédé à la nomination de ses représentants à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Contrairement à la mandature précédente, il a porté un journaliste à la tête de l'institution.
pour une bonne gestion de l'instance de régulation des médias au Bénin faisait observer Fraternité, l'on ne peut trouver mieux. Édouard Loko, c'est bien le choix du président de la République, Patrice Talon. Ce pionnier de la presse privée béninoise sera accompagné de Roukiatou Biofay et Mohamed Barré, en plus des représentants de l'Assemblée nationale et des élus des médias. En clair, Patrice Talon vient de faire un choix éclairé car il a opté pour le profil d'un professionnel de la profession pour redorer l'image de la presse béninoise. En attendant, la nation rapportait que le gouvernement poursuivra ses actions sur la période 2025-2027 pour diversifier l'économie et améliorer les capacités de production, sans oublier la productivité de l'économie. La politique économique du Bénin sur la période 2025-2027 sera orientée vers la poursuite de la transformation structurelle de l'économie conformément au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Plus précisément, l'État poursuivra les actions pour diversifier l'économie et améliorer les capacités de production, sans oublier la productivité de l'économie. C'est du moins ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire en présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaigné, et de son collègue Yvon Dechenou, de la justice et de la législation. Dans sa parution de mercredi, Fraternité relatait que c'est un coup de tonnerre à l'Agence nationale d'identification des personnes. Le directeur général a déposé le tablier à la surprise générale. Le Rwandais Pascal Nyamoulinda n'est donc plus à la tête de l'institution en charge des données personnelles des Béninois. Les raisons officielles ne sont pas encore connues. Cependant, des recoupements, il revient que le départ du désormais ex-DG serait dû à la récente suspension des opérations de correction des données nominatives et de la mise à jour de numéros téléphone servant dans le registre national des personnes physiques. Selon des sources, ce ménage enclenché est dû à des agents malveillants qui se seraient adonnés à des actes peu orthodoxes sur le dos de l'agence ces derniers temps. Ils donneraient des services pour lesquels ils ne sont pas habilités, pourtant en contrepartie de ristournes. En sport, le confrère de la matinée informait que la décision est tombée et est sans complaisance. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de pétanque, Casimir Djossou, est suspendu par la Confédération africaine des sports boules. Le président Idrissou Ibrahima met fin aux activités du désormais ex-secrétaire général de la FBP, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Une décision rendue publique le 1er juillet 2024. Visa Info expliquait la décision en décrivant que le secrétaire général de la Fédération béninoise de pétanque, Casimir Djossou, est suspendu pour des faits graves et attentatoires aux intérêts des sports boules au Bénin et en Afrique. Cette décision fait suite à la mise en garde adressée à l'intéressé qui, sachant bien que le président de la FBP est sous sanction, l'a pourtant désigné en violation de la décision pour aller recevoir à Marseille en France le Pagnol d'or décerné au Bénin pour avoir réussi l'organisation des 50e championnats du monde de pétanque Cotonou 2023. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Action Mokani Action qui plante le décor du tour d'horizon de l'actualité nationale avec mon invité média. Il est déjà là, Stéphane Arin Rossou, bonjour. Bonjour Boukari. Analyste politique, merci d'être avec nous. Depuis quelques jours, ça jubile dans certaines rédactions et dans d'autres, on reste comme des Saint Thomas. L'équipe de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est au complet et c'est Édouard Loko qui préside l'institution de régulation des médias au Bénin. Quelle a été, votre première réaction quand vous avez appris que c'est un journaliste qui prend la tête de la HAC? Oui, quand on est vraiment un professionnel des médias et qu'on a toujours crié que ce soit un pratiquant ou un sachant qui soit positionné à la tête de la HAC, on ne peut que s'en réjouir et féliciter le chef de l'État pour cette démarche qui montre quand même, dans une certaine mesure, qu'il est à l'écoute
des professionnels des médias. Maintenant, dans mes recherches, il semble que Edouard Loko n'est pas le premier à être le professionnel des médias, président. Oui, voilà, donc on peut déjà s'en réjouir hein, que ce soit une justice qui soit faite pour les professionnels. Des médias. Donc pour une fois, on a comme l'impression que le chef de l'État nous a écoutés. Maintenant, ça c'est la première manche de la lecture. Maintenant, est-ce que un professionnel des médias ou un sachant à la tête de l'institution est favorable véritablement pour les professionnels des médias? Ça, c'est encore une autre manche de la question à laquelle il faudra répondre. Et puis, Edouard Loko n'a pas été élu par les professionnels des médias. On va dire qu'il a pris par les couloirs donc de la présidence. Il a été nommé en tant que personnalité. Est-ce que Edouard Loko, président de la HAC, est-ce que c'est vraiment favorable pour les acteurs eux-mêmes? Oui, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que Edouard Loko, sur papier en tout cas, c'est le bon profil pour la présidence de la HAC. Il a été lui-même professionnel des médias, journaliste, il a été patron de presse, il a été membre des fêtières, il a été, je crois, président du CNP à Bénin, et donc c'est quelqu'un qui connaît pratiquement tout de la vie associative des professionnels des médias. Il maîtrise les conditions de vie de journaliste, il maîtrise les conditions de travail, d'employabilité, n'est-ce pas, donc au niveau de la presse. Donc il maîtrise tout. Donc on peut dire que en réalité, sur papier, ce n'est plus quelqu'un à qui on doit donner des cours sur ce qu'il faut faire pour faire changer des choses au niveau de la presse béninoise. Maintenant, la grande question est la suivante. Est-ce que vraiment, connaissant la maison, il pourra faire le job? Et là, je reviens à ta question pour dire qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la redevabilité. Là, c'est le chef de l'État qui envoie Edouard Loko en mission. C'est le chef de l'État qui l'a désigné. Donc, a priori, il n'est pas venu là par le couloir de ses pairs, par l'entremise de ses pairs. Il est venu parce que le chef de l'État lui a dit « va me représenter au sein de l'institution ». Et c'est justement le chef de l'État qui définit ce que lui n'entend pas, donc la liberté de presse. Voilà, donc, et même en l'envoyant, c'est le chef de l'État qui sait ce pourquoi il l'a envoyé. Il est en mission pour le chef de l'État. Il est en mission pour le chef d'État. Certes, il est venu pour réglementer la gestion de données, pour gérer l'institution, mais c'est le chef de l'État qui certainement lui a donné un cahier de charge à remplir, en fait, qu'il doit suivre. Et donc, par rapport à ça, je trouve que, ne se sentant pas forcément redevable à ses pairs, on ne peut pas grand-chose attendre de lui. Mais ceux qui doivent se sentir redevables, ce sont ceux-là que nous avons envoyés. En l'occurrence, les trois conseils, je veux nommer Basile et puis les autres. Donc, ce sont eux qui doivent maintenant faire la pression. C'est vrai qu'ils se connaissent. Ils se connaissent très bien. Donc, c'est leur maison en plus. Donc, ça peut favoriser les échanges, les dialogues et tout. Mais ceux sur qui nos yeux doivent rester le plus, ce sont ces trois-là que nous avons envoyés. Avec pour espoir que Edouard Loko, connaissant vraiment la réalité que vit la presse béninoise, pourra s'intégrer et faire l'alliage nécessaire qu'il faut entre les desiderata des professionnels des médias et peut-être les injonctions ou la mission, l'hypothétique ou la probable mission que le chef de l'État lui aurait confiée pour ne pas être mal vu. Parce que même si nous disons, nous avons des droits de nous réjouir pour dire, voilà un des nôtres qui est là, il y a une lourde charge qui pèse désormais sur Edouard Loko. Parce que le temps qu'il passera là est limité. Et quand il va finir, il reviendra encore dans la profession où on le prendra comme un doyen retraité, etc. Donc, avec elle, nous allons le regarder, avec elle, il nous regardera. Ce sera donc, par rapport à ça, que sa mission pour moi serait encore une mission pour moi suicidaire. Et puis, s'il ne fait pas attention, il risque d'être hué par les professeurs justement, nous avons des confrères, Stéphane, nous avons des confrères qui sont aujourd'hui à de hautes fonctions, on va dire, dans les couloirs du pouvoir. Aujourd'hui, des journalistes donc, qui connaissent très bien le métier. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la corporation? Oui, et c'est là la triste constatation
en face de laquelle nous trouvons, dans la mesure où, vous voyez, depuis longtemps, quand on prend Edouard Loko, il a été dans les sérails du pouvoir depuis l'avènement du gouvernement de la rupture. Il a été le premier à être mis au niveau de la cellule de communication. Nous avons le porte-parole qui a été Wilfried, journaliste également. Il y a beaucoup de confrères et paradoxalement, c'est dans ces conditions-là que la presse béninoise a encore connu les pires cauchemars ou bien les pires moments. Et donc, on s'interroge. Est-ce que ils se sont repliés pour mieux mûrir les choses et revenir en force? On ne sait pas vraiment. Mais ça, c'est un constat qui est évident que nous avons eu la chance d'avoir des représentants plus proches du chef de l'État. Et puis, on connaît le résultat. Voilà, on a les résultats. Il y a même un organe qui a été fermé depuis. Et puis, il n'y a pas eu de conciliabule nécessaire de lobbying pour dégeler la crise depuis. Ça c'est une grosse interrogation. Donc, Edouard Loko, là, c'est bon, ça nous arrange. Mais est-ce que dans le fond, ça va nous arranger réellement? Et donc, je trouve que c'est dans l'action qu'on pourra juger. Et il va falloir qu'on l'ait à l'œil. Il ne faut pas que nous nous en réjouissons et que nous allions dormir sur nos lauriers. Il faut qu'on l'ait à l'œil et qu'il est temps maintenant pour les fêtiers également de jouer leur rôle. Parce qu'il ne suffit pas qu'on mette à la tête d'une institution un des nôtres pour que tous les problèmes soient réglés. Parce que Edouard Loko seul, quelle que soit sa volonté, du point de vue institutionnel, il peut agir. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement des fêtières et de tout l'ensemble, je pense que ça ne va pas prendre. Surtout qu'il est venu à l'heure où on parle des réformes. Moi, je vous dis, si ces réformes-là ne sont pas des réformes qui arrangent la grande majorité des professionnels des médias, soyez sûrs que, tel que je dis là, c'est une mission suicide. Et Edouard Loko risque d'être hué à la fin de son... D'accord. Personnellement, quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez Edouard Loko, cas de presse, l'appui à la presse également? Oui, c'est-à-dire que la première des choses, ces fameuses réformes-là, dont on ne connaît pas encore le fond, le contenu là, qu'il essaie de désacraliser, de démystifier, de mettre ça sur la table pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse savoir le contenu de ce qu'on veut nous appliquer. Je pense que ça là, c'est le premier défi. Et parce que si on ne s'entend pas sur ce qui est à faire, on risque de ne pas s'entendre sur le résultat. Et donc, la question de financement de la presse au Bénin, ça c'est un gros chantier. Un gros chantier. On nous a arraché le FADEM. Il n'y a pas eu un autre mécanisme. On espère maintenant qu'à la faveur de ces réformes qui seront mises en œuvre, on saura clairement comment. Et puis maintenant, les entreprises de presse, quelle est la nouvelle monture? Il faut que... Ça dit que, moi je pense que ça là, c'est les chantiers. La carte de presse. Vous voyez, on n'a pas parlé tout à l'heure, celui que vous avez reçu, nos confrères, nos frères dialysés, qui sont des dialysés là. On a à l'heure actuelle un des nôtres, un des nôtres qui souffre, Judicaël qui souffre énormément, qui crie pas partout, même si individuellement les gens peuvent lui aller voler en aide, mais c'est pas quand même de ça. Il faut, si avec sa carte de presse, il peut avoir une mesure d'accompagnement. Je crois que de prise, mais rien de ça. Et on a des professeurs des médias qui ne sont pas capables de prendre des paracétamol lorsqu'ils ont des céphalées ou bien. Ils ne sont pas capables. Et les journalistes qui regardent l'écran, les lumières tout le temps, qui ne sont pas capables d'avoir des soins appropriés. Et on n'en parle pas. C'est dangereux. Tu te retrouves à la retraite, les yeux complètement vidés, et tu aurais tout donné à la République. C'est dangereux. C'est aussi de la responsabilité des patrons de presse, non? Oui, évidemment. Les patrons de presse ont cette responsabilité. Maintenant, si le contexte économique ne leur permet pas, n'est-ce pas, donc de le faire, je trouve que malgré leur bonne volonté, ils ne pourront pas. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. La presse est à rebâtir et à remettre sur les rails. Et Edouard Loko a une grosse responsabilité aujourd'hui qui pèse sur lui. Et tout dépendra de comment il va manager. Il est manager
des entreprises de presse également. Donc on aura l'occasion de voir comment il va mettre tout ça. Dans tous les cas, il a été déjà vice-président donc, de la même institution. Oui. Donc on a vu ce qui s'est passé. Au-delà même de Edouard Loko, la 7e mandature dans son entièreté, qu'est-ce qu'elle peut faire en matière de liberté de presse? Je crois qu'en matière de liberté de presse, cette affaire de code-là, de code sur le numérique, je pense qu'il faut pouvoir clarifier ça. Et les fêtières, par exemple, notamment l'UPMB, doit pouvoir diligenter des plaidoyer pour que on puisse savoir quelle loi on applique aux professionnels des médias. C'est quand même important. Et la liberté, sans liberté de presse, il n'y a pas de journaliste qui soit en mesure de faire son travail. Si tu as tout le temps peur, tu te dis on va t'enfermer, tu n'es pas libre, je trouve que c'est suffisamment grave. Il faut que les gens aujourd'hui, cette 7e mandature, travaillent à ce que ces éléments-là soient clarifiés pour qu'on n'en soit plus à décrier des choses qui ne sont plus nécessaires au XXIe siècle. D'accord. Et puis, ce sujet, Stéphane Achille Rosso, qui fâche plus d'un et qui provoque même l'indignation des démocrates, c'est le décès d'un jeune détenu à la prison civile de Messerete, Latif Ouradji, qui serait impliqué dans les violences électorales de 2021. Quelle est votre opinion sur le sujet? Oui, c'est déplorable, c'est désolant. Il faut pouvoir dire nos compassions aux familles éplorées. Et c'est toujours désolant de constater que nos frères et sœurs qui ont été pris dans le cadre des violences électorales soient toujours en prison, en détention. Je crois que le chef de l'État avait dit, quand il avait rencontré l'ancien président Thomas Boni Yayi, avait dit qu'il allait contacter le ministre de la Justice pour que diligence soit faite afin que cette situation-là soit réglée. Pourquoi depuis cette situation-là perdue? C'est quand même nos frères. Si c'est dans le cadre des violences politiques qu'ils ont été entraînés dans tout ça, il faut pouvoir trouver une solution politique pour que vraiment ces frères-là soient libérés. Vous voyez-vous. Maintenant, voilà, il est mort, c'est triste. On va déplorer. Pourtant, il y a eu des alertes sur l'état de sa santé. Voilà, je trouve que au-delà de tout, au-delà des conflits politiques, des tiraillements politiques, au-delà de tout, nous sommes des humains. Nous sommes des humains et par moment, il faudrait que notre humanité puisse avoir le dessus sur notre ego. Ça, c'est vraiment important et c'est vraiment triste d'en arriver là. J'ai lu le communiqué des démocrates et j'ai constaté que, bon, c'est de bonne guerre, détention arbitraire et tout, c'est bien. Ils ont mis l'accent sur le fait que le détenu soit sous assistance respiratoire, menotté, etc. Moi, je ne voudrais pas trop me prononcer sur la légalité de la chose. Peut-être dans quelles conditions. Voilà, je trouve que si ce détenu-là avait un garde qui surveillait à l'entrée en fait, de la porte où il a été hospitalisé, je trouve que humainement, je ne parle pas de la légalité, même si la loi demande, est-ce que humainement, le bon sens, vous voyez-vous, c'est bon s'il y a déjà quelqu'un qui garde sa porte, humainement, ce serait bon. C'est pas bon, l'image, humainement. Quelqu'un qui marche à peine, voilà, peut-il s'échapper? Oui, peut-il s'échapper humainement. Voyez, et c'est ça le problème des lois. Vous voyez, c'est dur. C'est dur la loi, mais la loi reste la loi. Mais à un moment donné, soyons souples envers nous-mêmes, parce qu'au-delà de tout, nous restons des humains. Et quand il y a des cas extrêmes comme ça, il faut essayer de voir ce qu'il faut faire. Sur le plan politique, je dis, il est temps maintenant que cette situation-là soit réglée pour qu'on ne crie plus qu'il y a encore des détenus politiques dans le cadre des violences électorales là, qui soient encore en prison. C'est difficile de se retrouver dans cette position. Bon, quand on connaît des personnalités qui étaient peut-être dans la même position, donc oui, on a vu qui ont bénéficié des évacuations sanitaires, oui, absolument. Et qui même après le soin ne sont plus repartis pour purger les peines. Non, je trouve que c'est pas... Moi, ce qui m'a désolé, c'est le côté humain de la chose. Je trouve qu'il va falloir trouver un mécanisme, parce qu'au-delà de tout, nous sommes des humains. L'image là, c'est peut-être, ça peut correspondre à ce que la loi dit, mais c'est une image qui choque les âmes sensibles.
Et puis, ce sujet, avec vous, Stéphane Arinou Rosso, on parle de la crise entre le Bénin et le Niger. On en parle toujours. Donc, le sujet est toujours d'actualité. Le président, donc Boni Yayi, les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ont tenté, on va dire, de rétablir donc, les relations entre donc, les deux pays. Ils ont été reçus donc, par Patrice Talon pour lui rendre compte donc, de ce qui a été retenu avec le général Tiani. Comment appréciez-vous la démarche des deux anciens présidents? Oui, je trouve que pour une première fois, je suis fier des anciens présidents de la République parce que Pourquoi pour une première fois? Oui, pour une première fois parce qu'ils se sont rendus vraiment utiles à la nation. Je les ai trouvés dans une posture que j'aurais toujours, dans laquelle j'aurais toujours souhaité les voir. Ils l'ont été toujours, non? Oui, mais cette fois-ci, ils m'ont rendu encore plus fier. Ils m'ont rendu encore plus fier parce que là où la tension à monter d'un camp de l'autre côté. Je pense qu'ils ont trouvé la bonne occasion et la bonne démarche pour aller à Niamey pour retrouver la junte militaire au pouvoir, pour échanger. Et j'ai également trouvé la démarche du chef de l'État, par Patrice Talon, élégante. Parce que quand ils allaient là-bas, le communiqué n'a pas dit qu'ils ont eu des pourparlers avec le président de la République. Le président de la République pouvait prendre ça politiquement pour dire ils vont prendre ça à leur charge. Vous voyez, mais il n'a pas pris ça comme ça. Quand ils sont venus, il les a accueillis. Je trouve que c'est bon pour l'image de notre pays. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les délégations que le président Patrice Talon avait envoyées là-bas, l'autre ne les a pas reçues. Mais si la junte militaire au pouvoir a décidé de recevoir ces chefs d'État là, je trouve que c'est déjà une première victoire. Et je trouve que puisque les échanges vont bon train, je pense que les militaires se sont montrés disposés. Voilà. Et ce n'est pas l'impression qu'on avait au départ. Absolument. Et je me suis dit que le droit d'aînesse a certainement prévalu lors des échanges et il est certainement revenu à de meilleurs sentiments. Et je prie que cette médiation-là continue pour que très rapidement les relations entre Cotonou et Niamey soient rétablies. Et malgré ces négociations, le sort du projet Pipeline n'est pas encore clair. Niamey est en train de prendre l'option du Tchad. Ça va être l'une des conséquences de cette crise. Oui, absolument. Bon, je trouve que ce n'est qu'une option. Maintenant, une autre est de prendre l'option et de savoir si cette option-là va nous arranger. Est-ce que cette option du Tchad arrange vraiment Niamey? Je ne pense pas. La bonne option serait de poursuivre les négociations et que vraiment cette situation-là soit décantée. Le Bénin et le Niger, c'est quand même deux pays frères et le Bénin ne peut pas être là. Ils vont emprunter l'autre couloir. Je pense que le plus important, c'est d'échanger, de dialoguer. Toujours est-il que quand ils prennent encore cette option, ça peut susciter d'autres interrogations. Mais le plus important, c'est que les échanges se poursuivent et que très rapidement, une solution soit trouvée. Le Niger n'a pas intérêt à continuer ce bras de fer qui économiquement ne les arrange pas. Il peut toujours trouver des solutions, des soupapes de sécurité, mais ça ne va pas les arranger. Et puis l'autre conséquence, c'est le port de Cotonou, poumon de l'économie nationale, qui a pris un coup, une baisse de chiffre d'affaires de 15% selon le directeur général du port de Cotonou. Ça fait déjà trop, non? Oui, ça fait déjà trop. Et je trouve que c'est peut-être conscient de cette réalité économique-là qui pèse sur le Bénin, que le chef de l'État fait tout. Vous aurez constaté que le chef de l'État est celui-là qui, malgré tout, fait toujours le pas vers les autorités nigériennes, parce que d'une manière ou d'une autre, on dit que le port est le poumon de l'économie béninoise. Donc, si le port souffre de ça, c'est normal que le chef de l'État soit soucieux. Et il a toujours mené les démarches nécessaires pour que cette crise-là soit réglée, soit résolue. Maintenant, on ne sait pas pourquoi l'autre côté continue. Toujours est-il qu'eux-mêmes, ils subissent les affres de cette tension, peut-être plus que nous. Donc, ni le Niger, ni le Bénin n'ont intérêt à ce que cette crise-là perdure économiquement. Sur le plan des peuples, ce n'est pas bon. Et il est temps que vraiment ces deux, les autorités béninoises et nigériennes trouvent un terrain d'entente pour qu'on y aille très vite. Et puis ce dernier sujet avec vous, Stéphane Arinou Rosso, c'est la démission du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, le Rwandais qui a déposé
tablier, aussitôt il a été remplacé. Oui, aussitôt il a été remplacé. La première question que je m'étais posée, donc il y avait un Béninois qui pouvait faire le job. Tout à fait. Il y avait un Béninois, s'il y avait un Béninois qui pouvait faire le job, pourquoi a-t-on sollicité un expatrié qui trouve juste opportun de déposer le tablier, ce que je ne trouve pas d'ailleurs élégant. Maintenant, le problème, ce n'est pas de déposer le tablier, parce que on a dit qu'il y a dysfonctionnement. Oui. Il y a des dysfonctionnements qui se sont révélés. Alors, il ne peut pas démissionner au moment où il y a des dysfonctionnements. Il faut qu'il en réponde. Si on l'a appelé pour venir gérer une institution dans un pays et qu'il y a des dysfonctionnements, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va démissionner. Il n'en est pas responsable. Il n'en est pas responsable, mais il est la première personne à être responsable de la structure. Donc, avant qu'il ne dépose le tablier, il faut que tout soit clair. Avant qu'il ne passe. Il y a eu plusieurs agents qui ont été voilà, arrêtés, et ça, c'est le problème. À la DEI, non, je crois. La direction de l'immigration. Voilà, là où on fait les passeports là. Voyez, il y a toujours ces cas de fraude là. Parce que les gens ont tendance, quand on met un système en place, les gens ont tendance à contourner le système. Quand on fait des choses comme ça, c'est pour réduire la corruption. Mais malheureusement, les gens trouvent toujours les moyens pour créer le contact qui favorise la corruption. Donc, il faut également trouver le mécanisme nécessaire pour que ces cas de dysfonctionnement-là ne persistent plus. Maintenant, il a démissionné. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire un travail dont il ne se sent plus en mesure de faire. Maintenant, il ne bouge pas du pays jusqu'à ce que la situation ne soit réglée. C'est ça ce qui est le plus important. Démissionner, c'est bon, mais être là pour justifier, pour répondre des actes qui ont été posés sous lui, encore qu'il était directeur, je pense que c'est encore plus élégant. Et si sont des actes, par exemple des agents, donc il amène à démissionner, certainement qu'on veut le faire peut-être ce qu'il ne veut pas. C'est possible, non? Peut-être qu'on veut le faire, mais quand on veut te faire ce que tu ne veux pas, il faut pouvoir sortir pour dénoncer. Surtout quand on va te chercher. Il faut écrire par voie hiérarchique. Surtout quand on vient te chercher dans ton pays, on suppose que dans le pays d'accueil, il n'y a pas de compétences. Ça veut dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Oui, j'ai pas bien compris la question. Quand on vient te chercher de ton pays, oui, pour un pays de destination, ça veut dire que la compétence recherchée n'est pas dans ce pays. Pour ça absolument. Maintenant, le fait de déposer le tablier de cette façon-là, peut-être montre qu'il n'a pas les coudées nécessaires, le dos large pour supporter tout ce qu'il y a. Moi, je continue pas à dire, si le chef de l'État l'a appelé, c'est parce que le chef de l'État a jugé opportun, qu'il est compétent, qu'il peut faire le job. Maintenant que lui-même, il a montré que même que les tensions internes ou bien, je ne sais pas, puisque les raisons réelles ne sont pas évoquées, s'il montre qu'il ne peut pas supporter ce qui se passe, c'est certainement que vraiment... peut-être on va dire, est-ce que le chef de l'État s'est trompé ou bien c'est lui qui s'est trompé de pays, etc. On verra bien, mais le plus important, c'est qu'il ne sorte pas du pays jusqu'à ce que les dysfonctionnements révélés là ne soient clarifiés. Tout soit clarifié. Stéphane Arin-Rosso, analyste politique, merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 7 juillet 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Pantrosi, c'est à Gorgounou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.
Il faut que parler si ma voix si ferrée, c'est ma vie, je ne fais qu'accélérer. C'est Dieu qui fait mon pas là, moi j'ai pas votre temps, j'ai fait des victoires à célébrer. Il dit quoi, hein? Le jaloux il dit quoi? J'ai fait quoi, hein? Est-ce que j'ai dit ça? Vous parlez beaucoup, c'est dans mon dos, vous parlez beaucoup. Ça va serrer ton cou, dans mon pays on a le vaudou. Et l'on doit retrouver, et l'on doit retrouver mon héros et non. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode